Parfait, ben bonjour, bienvenue. Je vais vous parler rapidement du coup des résultats de mon stage qui a commencé en février. Donc c'était sur le sujet des catalogues de composants web génériques. Donc c'est la continuité en fait d'un stage réalisé par Camille Toulouse l'année dernière. Euh, donc ce stage m'a donné l'opportunité d'aborder énormément de sujets, notamment donc une nouvelle approche de partage de code. Mais aussi, vraiment, j'ai exploré beaucoup de choses. J'ai aussi vu la spécification des web components et j'ai également pu découvrir le monde de l'accessibilité des applications. Peut-être avant de commencer réellement le sujet, rappeler qu'est-ce que c'est qu'un composant. Donc en fait, c'est un petit peu un niveau d'abstraction supplémentaire sur une page HTML. Donc en l'occurrence, on pourrait le comparer à une fonction dans un langage de programmation avec la spécificité que ça va renvoyer un morceau de HTML. Donc, par exemple, si on veut une barre de recherche, ben, on va potentiellement avoir un composant qui est uniquement la barre de recherche et on va pouvoir ensuite l'intégrer dans une application web. Et je vais également, ça va devenir important dans un instant, rappeler un petit peu les approches build et buy. Donc, l'idée, c'est qu'on a un problème, une problématique et donc on a un choix, soit on peut développer une solution en interne. Donc, ça, c'est l'approche qui est complètement build, ou sinon utiliser tout simplement une solution tiers. Donc, c'est l'approche complètement buy. Donc, le constat, pour le début de mon stage, c'était que récemment, avec les nouveaux frameworks, les frameworks modernes, donc React, Vue, AngularJS, etc., eh ben, on a réellement une rationalisation du développement de composants web. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça devient beaucoup plus simple de développer ses propres composants web. Ça c'est une bonne chose, mais ça apporte aussi un désavantage qui est qu'il devient aussi beaucoup plus simple de produire des composants de moins bonne qualité. Donc ça, c'est une évolution par rapport à il y a quelques années quand les outils, c'était jQuery, par exemple, où c'était plus compliqué de produire des composants. Et donc, tout simplement, quand on avait besoin d'un composant, ben, on allait directement le chercher dans une bibliothèque, par exemple, jQuery UI. Euh, donc, cette évolution, en fait, elle a rendu les approches build qui est beaucoup plus attrayantes pour les entreprises, simplement parce qu'elles permettent une plus grande personnalisation du résultat, en fait. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, du coup, c'est que les équipes se retrouvent à implémenter des composants qui sont très similaires, mais avec des contraintes de temps. Et donc, on revient sur le point où les composants ont une moins bonne qualité. Et donc, justement, la prémisse de mon stage, de mon côté, je vais prendre le temps de développer des composants avec une base solide, donc qui vont permettre le développement d'applications plus rapides et plus fonctionnelles. Donc, il y a deux aspects à ce stage. Il y a d'une part un aspect clean component. Donc là, tout le but, ça a été de définir ce que c'était qu'un clean component. Euh, donc, ça, on va y revenir un peu plus tard parce que c'est un petit peu la partie technique du stage. Et il y avait un deuxième aspect qui était donc le partage de code. Les résultats du stage précédent, on cherchait à démontrer qu'il y avait en fait une troisième possibilité entre le build et le buy qu'on a décidé de nommer style, où en gros l'idée c'était je vais avoir des composants qui sont préfaits, mais au lieu de devoir en dépendre et d'avoir quelque chose qui est complètement opaque, en fait je vais les copier-coller directement dans mon projet. Comme ça, en fait, je garde la main donc sur le code. Et donc là, du coup, pour mon stage, l'objectif a été du coup d'étudier cette nouvelle approche de partage de code et essayer de montrer que c'était quelque chose qui était viable. Donc justement, en parlant de cette nouvelle approche, elle présente beaucoup d'avantages en fait. Donc d'un côté, par rapport à une solution qui serait complètement buy, eh ben, on garde le contrôle de l'implémentation. Donc ça veut dire qu'on peut réellement l'adapter aux besoins sous-jacents. Et par rapport à une solution qui est complètement build, eh ben, on gagne de la rapidité pardon, d'implémentation. L'idée, c'est que en fait, on va avoir quelque chose qui est build, mais on va pas partir de rien. En fait, on va avoir quelque chose qui est déjà préconçu à la base. On va également gagner beaucoup en poids par rapport aux solutions buy, simplement parce que, donc, pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne va pas forcément avoir besoin d'intégrer toutes les dépendances de cette solution buy. Donc, on va gagner donc, de ce côté-là en poids et on va également gagner en poids parce que, par exemple, si on a besoin d'un seul composant, eh ben, on va pas avoir besoin d'importer toute la bibliothèque ou toute la solution. On va gagner en fait sur la version packagée de l'application. De l'autre côté, ça présente aussi forcément beaucoup de désavantages. Donc, notamment, ça m'a réappris à développer sans dépendance, puisque vu qu'il n'y a pas de système d'installation automatique des dépendances, eh ben, ça devient beaucoup plus compliqué si on veut rajouter des dépendances, parce qu'il faut que la personne qui récupère le morceau de code installe également ces dépendances à la main. Il n'y a également pas de système de mise à jour. Si on se rend compte qu'en fait, dans un de mes composants que j'ai réalisé, eh ben, il y a un bug ou il y a quelque chose qui n'est pas optimisé ou quelque chose comme ça, eh ben, il va falloir simplement rétroactivement mettre à jour tous les endroits où on l'aurait utilisé en fait.
Et la dernière problématique, c'était qu'il n'y avait pas d'outil dédié, en fait, puisque c'est une approche qui est complètement nouvelle. Et ben, j'ai dû moi-même développer les outils pour permettre le partage de code. Et donc, justement, un de ces outils, ça a été de développer un storybook. Donc, le lien est ici pour si vous souhaitez y accéder. Je vais vous laisser un petit instant pour accéder à la page. Et donc, ce que ça donne, c'est que ça va donner donc cette application. Euh, donc, sur la gauche, en fait, dans l'onglet à gauche, on peut voir qu'il y a tous les composants que j'ai pu réaliser. Donc, par exemple, il va y avoir un autocomplete, un drop-down, etc. Et on peut remarquer qu'il y a plusieurs versions pour chacun de ces composants. Ça, c'était dans deux buts. Donc, le premier, c'était d'avoir un petit peu un moyen de comparer les différentes implémentations. Donc, ça, c'était par rapport à l'aspect clean component. Ça m'a permis donc simplement d'extraire certains principes. Donc, par exemple, s'il y a une version 3, il y a certains morceaux qui paraissent plus clean que la version 2, bah, je peux essayer de comprendre pourquoi, etc. Et le deuxième avantage, c'est parce qu'en fait, tous les besoins n'ont pas forcément la même solution. Donc, il n'y a pas en fait un composant parfait. Enfin, il n'y a pas toujours un composant parfait. Et donc, l'idée, c'était en fonction du besoin, eh ben, j'ai différentes versions. Et tout ça, c'est je l'ai documenté dans les petites pages study qu'il y a sur le storybook, qui explique tout simplement donc les API et les avantages et désavantages de chacune des versions. J'ai également par rapport à cette idée qu'il n'y a pas d'outil dédié, j'ai donc développé un add-on qui me permettait de partager le code source. Donc, on peut trouver sur NPM le nom de l'add-on, c'est Storybook Source Code Add-on. Et l'idée, c'est que ça va simplement rajouter sur mes canvas, donc l'endroit où je peux un petit peu expérimenter avec les composants, ça va rajouter un onglet de plus, Source Code, dans lequel je vais rajouter en fait tous les fichiers qui implémentent ce composant. Pour cet add-on, j'ai eu plusieurs méthodes pour le partage de fichiers. Donc, d'une part, avec un lien, l'idée, c'était d'avoir une liste de liens qui renvoie sur un API vers les fichiers en question. La deuxième approche, c'était d'avoir des fichiers que je pouvais importer directement depuis l'application. Et la troisième approche, qui on va le voir dans un instant, n'est pas réellement une approche qui est viable, c'est tout simplement un appel à toString, puisque les fonctions JavaScript sont ce qu'on appelle des first class citizens. Donc, ils ont accès à toutes les méthodes qui sont implémentées dans le type objet, dont notamment toString. Donc, la solution avec un lien, c'est celle que j'utilise actuellement, parce que c'est celle qui me paraît la plus viable sur le long terme, mais elle présente tout de même quelques problèmes. Donc, notamment, les erreurs sont au runtime. Donc, si j'insère un lien qui n'est pas valide, eh ben, je vais me rendre compte que lorsque je vais essayer d'accéder à ce lien. La deuxième problématique, c'est l'asynchronicité. En fait, vu qu'on va avoir un appel réseau, ben, si je vais sur le composant, il va falloir attendre un certain temps que l'appel réseau se termine avant de pouvoir avoir accès au code source. Et la troisième problématique, c'est que c'est entièrement en ligne. Donc, si par exemple, je déploie l'application sur mon laptop de manière complètement déconnectée, eh ben, je ne vais pas avoir accès à ce code source puisqu'en fait, il ne va pas pouvoir faire les appels vers l'API. La deuxième méthode, c'était tout simplement avec un fichier texte. Le problème là-dessus, c'est que c'est très lourd et c'est principalement cette problématique-là qui m'a fait plutôt pencher vers les liens. C'est que c'est très lourd parce qu'en fait, on va, en plus d'avoir l'application déployée, on va également avoir une version de l'application qui n'est pas du tout minifiée, puisqu'il faut le garder la version qui est lisible pour un humain. Et donc, en fait, si on veut comparer en termes de poids et en termes de performance sur le transfert sur le réseau, eh ben, c'est comme si on avait l'application et en plus de ça, l'application non minifiée. Donc, on va avoir une énorme perte en performance. La deuxième problématique, c'est que ça rajoute une étape au build. Donc, l'idée, c'était d'extraire le code source des composants. Et donc, tout simplement, c'est une action qu'il faut effectuer au build pour qu'il puisse l'importer. C'est pas uniquement au build quand on va vouloir le déployer, c'est aussi sur le poste du développeur quand il va créer un nouveau fichier pour pouvoir l'importer dans la documentation. Et ben, il va falloir qu'il crée ce fichier code source pour pouvoir l'importer sans qu'il y ait d'erreur. Donc, la troisième solution qui n'est pas vraiment une solution, c'est l'appel à toString. En JavaScript, quand on fait un appel à toString sur une fonction, bah, ça va nous renvoyer la fonction telle qu'elle a été écrite dans le code. Le problème avec ça, c'est que pour quelque chose qui va être transpilé et minifié derrière, donc notamment un composant React, et ben quand on va faire un appel à toString qui est au runtime, et ben ça va nous afficher la version qui est déjà transpilée et déjà minifiée, donc qui n'est pas réellement lisible. À côté de ça, donc j'ai pu également étudier un petit peu la spécification des web components. Donc c'est une toute nouvelle spécification et l'idée c'est qu'en gros on va définir des composants qui vont étendre la classe HTML Element, qui est une classe de base en JavaScript, et ensuite on peut les utiliser tout simplement comme des balises HTML standard.
Donc, dans l'exemple à droite, par exemple, on peut voir ça, c'est le code qui apparaîtrait dans mon fichier HTML. Ça a beaucoup d'avantages. Donc, notamment, c'est entièrement cross-framework puisque c'est vraiment utilisé comme une balise HTML. C'est très léger pour deux raisons là encore. C'est ça, d'une part, ça ne va pas importer de bibliothèque. Donc, par exemple, ça ne va pas importer React. Et en plus de ça, ça ne va pas non plus importer les surcouches qu'apportent ces bibliothèques. Donc, en l'occurrence, par rapport à React, ça ne va pas importer le DOM virtuel. Et donc, ça va être d'une part léger en termes de poids du fichier et également léger, donc plus performant, puisque tout simplement, on va accéder directement au JavaScript et à l'HTML. Un autre avantage, c'est que c'est entièrement natif. Ce que j'entends par là, c'est qu'on n'a pas besoin de le transpiler. Donc en fait, on peut tout simplement l'écrire par exemple dans la console et ça va être exécutable dans le navigateur. J'ajouterai une astérisque à ce niveau-là, c'est que même s'il n'y a pas besoin de transpiler, il y a quand même une bonne pratique qui est de minifier le code pour améliorer les vitesses de transfert sur le réseau. Donc on a quand même besoin d'avoir, c'est quand même recommandé d'avoir une étape supplémentaire pour la minification avant de déployer le code. Et le dernier avantage que j'ai pu identifier, et on va y revenir dessus dans un instant, c'est que c'est entièrement isolé. Le gros désavantage, c'est que c'est du vanilla JavaScript. Donc la spécification est implémentée en vanilla JavaScript et là encore, on va le voir dans un instant, c'est que ça va être beaucoup plus compliqué à utiliser. Donc en ce qui concerne les isolations, donc on a d'une part les isolations des ID. Donc dans cet exemple-là, tout ce que je cherche à faire, c'est afficher une div qui a un ID qui est fixe. Et je vais essayer de l'afficher deux fois dans l'exemple à droite en React. Ça va me causer une erreur puisque l'ID est supposé être unique dans le document. Et alors, dans la version qui est à gauche, qui est donc la version en Web Component, ben là, ça va être valide parce que l'ID est unique à l'intérieur du Shadow DOM. Le Shadow DOM, c'est une des parties de la spécification. Et en gros, ça permet d'isoler complètement le contenu du Web Component. Donc, la version de gauche est entièrement valide. L'utilisation qui est peut-être un peu plus intéressante, c'est l'isolation du style. Donc là, en l'occurrence, je crée juste une div pour laquelle je vais donner une classe qui s'appelle style. Et donc, dans l'exemple de droite, je vais rajouter dans le document du style, donc sur la classe qui s'appelle style, et ben ce CSS-là, il ne va pas s'appliquer dans le composant. Et ça marche également dans l'autre sens où du style que j'aurais implémenté dans le composant ne va pas s'appliquer à l'extérieur. Donc ça permet d'avoir réellement, de pouvoir développer les web components complètement dans le vide, dans un vide total, et de ne pas avoir à dépendre de ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi on ne l'a pas utilisé pour ce projet? C'est que la spécification est encore un peu jeune. Elle est instable dans le sens où elle va être amenée à changer dans les mois et années à venir. Elle est également peu documentée et il y a une faible communauté. Et donc ça fait que ça a été plus difficile de réellement savoir ce que c'était qu'un clean web component. Et donc en fait, ça aurait, si on avait voulu l'utiliser pour ce projet-là, ben, on aurait potentiellement eu à revoir tous les composants dans quelques mois ou quelques années quand on aurait réellement eu la possibilité de définir ce que c'était qu'un clean web component. Donc, pour en venir à la partie vraiment principale du stage, qui était définir ce que c'est qu'un clean component, donc il y avait plusieurs principes. Donc, d'une part, un composant devait avoir une responsabilité unique. L'idée, c'est qu'il avait réellement un rôle dans l'application et un seul rôle. Il devait aussi être un minimum générique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir l'utiliser non seulement quand le contexte est identique, mais aussi quand il est similaire, mais pas tout à fait identique. Donc, la troisième composante, c'était d'avoir une interface explicite. L'idée, c'est que sans avoir forcément besoin de lire 3 pages de documentation, ben, je suis capable de savoir exactement comment utiliser, à quoi sert et comment utiliser ce composant. Le peu de preuves, c'est un peu lié avec l'interface explicite. L'idée, c'est d'avoir un minimum de properties sur mon composant pour le rendre plus clair, en fait. Et le déclaratif, j'aimerais vraiment appuyer là-dessus, c'est que donc l'idée, c'est de ne pas dévier du paradigme de React. Avant React, ce qu'on faisait, c'est que quand l'utilisateur interagissait avec l'application, bah, ça mettait automatiquement à jour l'interface. Et quand React est arrivé, il a défini son nouveau paradigme qui est qu'en fait, quand on a une interaction utilisateur, on veut d'abord mettre à jour l'état de l'application. Et ensuite, quand l'état de l'application est à jour, on fait les modifications sur l'interface. Ça paraît un petit peu contre-intuitif puisque ça rajoute une étape au milieu du schéma d'interaction. Mais ça apporte pardon, beaucoup d'avantages. Notamment, ça réduit la quantité de bugs puisque juste en regardant l'état, on est capable de savoir ce qui est affiché par l'application. Et ça permet également de gagner en performance puisque du coup, on n'appelle pas des fonctions quand elles ne sont pas nécessaires. Par exemple, si l'état n'a pas changé, eh ben, c'est que l'appel à la fonction n'est pas nécessaire, donc on n'a pas besoin de l'effectuer. Et je voudrais aussi rajouter à cette liste que avoir un composant accessible, pour moi, ça fait aussi partie
des propriétés d'un clean component, donc notamment les contrôles au clavier, avoir un composant qui est facile à utiliser pour l'utilisateur final, donc celui qui va utiliser l'application, ça aide quand même à avoir un composant qu'on pourrait considérer de clean. Pendant ce stage, j'ai aussi eu donc du coup la possibilité de définir quelques patterns. C'est des problématiques qui revenaient régulièrement donc tout au long du stage. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque du coup c'est des patterns qui sont techniques et React, mais ils sont dans les slides si vous voulez vous pencher dessus. Donc enfin la dernière partie de mon stage, ça a été de se concentrer sur l'accessibilité. C'est un monde que je connaissais pas du tout avant d'arriver à Octo. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément à l'école. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Donc la situation initiale, c'est que pour un projet qui avait une forte composante d'accessibilité, on avait besoin d'un composant qui s'appelle le combo box. On peut aussi trouver le nom search bar ou autocomplete. Et donc en React, la bibliothèque qui fournit ce composant, la bibliothèque la plus connue qui fournit ce composant, c'est une bibliothèque qui s'appelle React Select. Et donc sur ce projet qui avait une forte problématique d'accessibilité, il y a eu un audit et on s'est rendu compte que ce composant de React Select, il n'était pas forcément très accessible. Et donc, du coup, ce que j'ai fait moi pendant mon stage, c'est que j'ai essayé de réimplémenter ce composant en suivant la spécification à la lettre. Et je me suis rendu compte que en réalité, la spécification, vu que c'est pas réellement une obligation d'implémentation, mais plutôt un conseil, on a quelque chose qui est pas forcément vraiment utilisé par tous les développeurs de screen reader. Donc les screen readers, c'est des outils qui permettent de lire ce qui se passe à l'écran. Donc c'est notamment pour les personnes qui ont des problèmes de vision. Et donc par exemple, dans cet exemple-là, le composant React Select qui ne suivait pas la spécification fonctionnait très bien avec les screen readers sur lesquels j'ai pu tester, donc c'est-à-dire ceux de Mac et de Windows. Et alors que la spécification, quand j'ai implémenté la version spécification, en fait, ça fonctionnait pas très bien avec ces screen readers-là. Donc pour conclure, un petit retour sur l'expérience de ce stage. Je l'ai beaucoup aimé, notamment pour l'autonomie que j'ai eue et la confiance qui m'a été accordée. Et vraiment, un des gros points forts que j'ai eu à Octo, c'était le challenge et le feedback. Ça m'a réellement permis de sortir un petit peu de ma zone de confort. Et donc vraiment, ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai un peu moins aimé, donc c'est le télétravail. Bon, ça, c'était la situation actuelle, on peut pas y faire grand-chose. Et aussi découvrir l'aspect conservationniste du web. C'est une phrase un petit peu longue qui veut simplement dire que quand on sort d'école, on a l'idée que le web, c'est quelque chose qui bouge très vite, où il y a des nouvelles fonctionnalités tous les jours, etc. Et en fait, quand on arrive en entreprise et qu'on commence réellement à voir les problématiques du monde réel, on se rend compte que oui, il y a beaucoup de choses qui sortent tous les jours sur les technologies du web, mais qu'en réalité, on peut pas réellement les utiliser parce que potentiellement quelqu'un qui a pas mis à jour son navigateur, du coup, ça va causer problème sur son application ou ce genre de choses. Ce que je ferais mieux si je pouvais recommencer le stage aujourd'hui, je partagerais plus. J'ai eu la chance de ne faire, enfin, j'ai eu la malchance de ne faire qu'une seule présentation auprès de la tribu. Et je pense que ça aurait été vraiment intéressant d'en faire plus pour avoir plus de retours et pour pouvoir créer quelque chose qui est réellement utile pour les membres de la tribu. Et également, étudier l'accessibilité plus rapidement. Donc, en fait, c'est quelque chose, je suis parti du principe que l'accessibilité, c'était quelque chose qu'on pouvait rajouter par-dessus les composants une fois qu'on les avait implémentés. Et je me suis rendu compte, en fait, dès que j'ai commencé à l'étudier, qu'en fait, pas du tout. C'est quelque chose qu'il faut prévoir dès le design du composant. Et donc, en fait, j'ai eu beaucoup de code à refaire quand j'ai voulu implémenter des règles d'accessibilité sur certains composants. Pour ce qui est de la suite du projet, il me reste encore environ un mois avant la fin de mon stage. Et pendant ce mois, je vais vraiment faire mon mieux pour m'assurer que tout le projet est à jour et accessible et vraiment que tout soit en ordre. Parce que je suis persuadé que ce projet-là, il a un avenir et que cette approche-là de partage de code, elle a un avenir. Et je pense que dès qu'on va commencer à l'utiliser, on va se rendre compte que vraiment c'est pratique, quoi. Je voudrais remercier rapidement Léo Jacquemin pour ce qui est mon maître de stage, pour tous les conseils qu'il a pu m'apporter, et Pierrette Bertrand pour les retours, donc notamment sur cette présentation, et en fait de manière générale tous les WebEx parce que l'ambiance était vraiment géniale et vraiment voilà j'ai vraiment adoré mon passage à Octo. Et je voudrais aussi vous remercier vous pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai une joie d'y répondre. Ton storybook, j'ai des questions un peu basiques de est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est en ligne, est-ce que c'est pour qui, pourquoi, comment est-ce que tu vois cet outil? Alors, c'est complètement ouvert et c'est déjà en ligne. D'ailleurs, j'ai une pipeline de CI/CD qui le déploie automatiquement quand je fais des merges sur master, donc c'est constamment à jour.
Et c'est à l'heure actuelle complètement ouvert. Donc, en fait, à partir du moment où on a le lien, on peut y accéder. Il n'y a pas de contrainte d'être un octo ou faire partie du projet ou quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est complètement ouvert. Et du coup, au niveau propriété intellectuelle ou tout ça, est-ce que enfin, c'est complètement libre avec vraiment aucun type de licence? Comment est-ce que tu vois comment tu vois le truc? Alors, à l'heure actuelle, c'est donc avec une licence MIT standard. Donc, c'est libre d'accès. D'ici la fin de mon stage, je vais essayer de tout mettre en ordre. Donc, ça va notamment inclure de l'inclure sur le GitHub d'Octo, parce qu'actuellement, c'est sur mon GitLab personnel. La partie, j'ai trouvé ça aussi hyper intéressant, que les différentes façons de justement de faire ce partage de code. Est-ce que, donc, toi, tu as une vision un peu, donc tu proposes les différentes options. Ça a été assez clair pour moi que tu en as une préférée. Est-ce que tu envisages potentiellement d'autres solutions que tu n'as pas eu le temps de développer, ou est-ce qu'il y avait comme il y a des avantages et des inconvénients pour chacune? Le truc, c'est qu'on trouvera, enfin, je pense pas qu'on trouve un jour une solution parfaite. Ouais. Et pour moi, le style, j'essaie de formuler ça de manière à présenter voilà, les avantages et les inconvénients. Mais pour moi, j'ai essayé de vraiment limiter au maximum les inconvénients pour que ça soit le plus proche de ce qui est réellement le plus pratique, quoi. Et du coup, est-ce que tu penses Je que sais pas si ça ça peut répond être à la une question. limitation à... Ouais, si. Et du coup, est-ce que tu penses que ça peut pas être une problématique par rapport à, enfin, problématique pour l'adoption vraiment de ce système de composants? Alors oui, bonne question. Je suis persuadé que c'est pas une solution qui va être. Je suis persuadé que c'est pas la solution qu'il faut utiliser dans tous les cas. D'après moi, ça reste quand même encore plus simple d'utiliser une solution qui est complètement by. Mais là encore, ça va dépendre du cas d'utilisation. Si c'est pas une option, je pense que ça présente quand même beaucoup d'avantages sur une solution qui est complètement build. Et que donc, à ce moment-là, ça peut être vraiment intéressant de l'utiliser. Mais vraiment, si c'est une possibilité de juste utiliser une bibliothèque comme Material UI ou Adobe Spectrum ou quoi, je pense que ça reste quand même un énorme gain de temps, puisqu'on n'a pas besoin d'adapter de tout ça. Mais du coup, voilà, c'est vraiment seulement si c'est une possibilité.